Salut Internet. 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 Il y a 7 ans sortait la vidéo 7 phobies hors du commun. Qu'a-t-elle de si spécial? Eh bien, c'est dans cette vidéo que je saluais pour la première fois Internet. Salut Internet. Et aujourd'hui, ça m'a frappé. Je m'adresse à Internet depuis 7 ans sans jamais vous avoir expliqué ce que c'était vraiment. Internet a littéralement conquis nos vies. Mais il existe une époque, pas si lointaine, où Internet était un truc un petit peu obscur, un peu compliqué, parce que déjà pour l'utiliser, eh bien, il fallait savoir se servir d'une souris. Big up à toi, Jacques. Alors Internet, depuis quand ça existe? Qu'est-ce qui s'y passe? Comment on l'utilise? Est-ce que Nathanaël joue enfin au Meuporg? À se goinfrer des Meuporg. Spoiler, vous ne l'apprendrez pas dans cette vidéo. Alors, pour vous, pour Nathanaël et un peu pour moi quand même, aujourd'hui je vous présente 77 faits surprenants sur Internet. Et dans le tas, bon c'est cadeau, je vous glisserai quelques petits shots de nostalgie qui vous feront bien plaisir. Dernière chose, cette vidéo est en partenariat avec NordVPN. Je vous en reparle un petit peu plus tard. C'est parti. De la bœuf. Je sais, on commence fort, mais oui, de la bœuf. Le premier achat en ligne de l'histoire était de la bœuf. Au début des années 70, les étudiants de Stanford ont utilisé l'ARPANET pour conclure une transaction commerciale avec les élèves du MIT. Alors, bon, ok, techniquement c'est contestable parce que l'argent n'a pas été échangé en ligne, mais quand même. Et si vraiment on veut être à ce point pointilleux, l'album de Sting, 10 Summoner's Tales, vendu en août 1994, serait la véritable première transaction internet de l'histoire. À Manille, aux Philippines, des milliers de gens sont employés pour nettoyer le web. Leurs clients les paient pour supprimer toutes les photos et vidéos choquantes ou contraires aux valeurs afin qu'elles n'atterrissent pas dans nos moteurs de recherche. Et je peux vous dire que c'est pas toujours joli. En 2006, le journal USA Today a publié le classement des 7 nouvelles merveilles du monde. Entre le palais de Potala au Tibet, les ruines mayas du Mexique et le monument national marin Papahānaumokuākea à Hawaï, se trouve Internet. C'est pour eux une des nouvelles merveilles du monde. En 2014, l'ancêtre de Tinder, Match.com, s'est vanté d'avoir permis la naissance de plus d'1 million de bébés. Le plus fou, c'est qu'ils ont organisé un concours pour les enfants des couples qui se sont rencontrés sur le site. Le gagnant a remporté une bourse d'études de 50 000 $. En février dernier, une plainte est saisie auprès de l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences. Un opérateur de téléphonie mobile dénonce un brouillage de ses services sur toute la superficie d'une petite commune des Landes, tous les jours, de minuit à 3h du matin. Hyper bizarre quand même. Eh bien, un agent est envoyé sur place pour enquêter. Verdict, un père de famille utilisait un brouilleur d'ondes strictement interdit en France, attention, pour empêcher ses enfants d'aller sur les réseaux sociaux la nuit. Et du coup, il coupait Internet vraiment à tout son village, quoi. C'est pas hyper sympa. 6degrees.com est considéré par certains comme le premier réseau social du web. Et sa petite subtilité, c'est que son nom vient de la théorie des 6 degrés de séparation. Vous savez, c'est la théorie qui dit qu'on est à 6 personnes de n'importe quel autre individu dans le monde. Le site proposait donc aux internautes de créer un profil pour entrer en contact avec des proches et de se créer ainsi un réseau. Le premier mème connu de l'histoire ne vient pas d'Internet. Vous pouvez le trouver dans un magazine satirique qui date de 1921 et il n'y a pas à dire, il savait trouver les mots qui font plaisir. Sinon, ceci, cette chose hyper glauque et dérangeante, est considérée comme le premier mème Internet et est apparu dans les années 90. À l'époque, des gens pensaient que c'était un vrai bébé qui dansait. Attention, j'annonce, premier shot de nostalgie. Je me devais de vous parler des premiers sites internet où nous sommes allés et ceux de notre enfance. Et pour moi, 2 viennent en tête, les Chuck Norris Facts et les VDM. Ah mais vraiment, je sais pas vous, mais on échangeait ces histoires comme des cartes Yu-Gi-Oh dans la cour de récré. Je vous ai mis les liens dans la description, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos meilleures trouvailles. Rand Gauthier est un électricien à l'esprit un petit peu revanchard. Après s'être fait virer du chantier sur lequel il bossait, il décide de se venger en volant le coffre-fort du couple pété de thunes qui l'avait viré. Au milieu des documents, il trouve une cassette. Et c'est cette cassette, messieurs dames, qui va casser Internet à la fin des années 90. Et tout de suite, un extrait. Non, vraiment, il n'y aura pas d'extrait parce que la cassette volée, c'était la sextape de Pamela Anderson. Notre bon vieux Randy, avec un pote, a décidé de vendre la cassette sur Internet. Les ventes ont explosé, les VHS se sont multipliées
multiplié et paf, 2 ans après, en 97, la vidéo était dispo absolument partout sur internet. Des millions de gens ont même pris un accès internet exprès pour voir la vidéo. Les serveurs du site qui hébergeaient la sextape sont détruits et en 2000, le Guinness Book reconnaît Pamela Anderson comme étant la star la plus téléchargée de tous les temps. Selon le site Merchant Machine, 1 heure sans internet en France coûterait à son économie plus de 25 millions de dollars. Plus de 600 millions de dollars si la panne dure 24 heures. Et dans le monde, vous allez me demander 24 heures sans internet, c'est une perte de 51 milliards de dollars. Soit 2 jours de monétisation pour MrBeast. En 1989, Tim Berners-Lee, informaticien britannique, développe le projet World Wide Web au CERN. Il veut aider ses potes scientifiques du monde entier à obtenir des informations facilement et instantanément. Il présente son projet comme une toile de documents qui peut être vue par des navigateurs. Au départ, le World Wide Web n'est qu'un projet interne au CERN, seulement quelques utilisateurs d'ordinateurs très spécifiques pouvaient s'en servir. Et puis, le 6 août 1991, Tim envoie ce message sur Usenet, l'ancêtre des forums, et attire l'attention du monde entier. Et c'est ainsi que le 30 avril 1993, le code source du World Wide Web est mis dans le domaine public, ce qui veut dire que n'importe qui peut créer ses propres pages web ou en consulter. La meilleure décision de l'histoire d'Internet. Bon, et pour que vous ne fassiez plus la confusion, le World Wide Web n'est pas Internet. Pour résumer au possible, Internet c'est un gigantesque réseau d'ordinateurs et de serveurs du monde entier connectés entre eux. Le World Wide Web c'est toutes les pages web que l'on trouve sur ce réseau. Voici Ethan Zuckerman. Ce mec ne vous dit peut-être rien, mais croyez-moi, vous haïssez son invention. Ethan Zuckerman, il est à l'origine de beaucoup de situations gênantes, puisqu'il est considéré par beaucoup comme l'inventeur du pop-up. Décidément, les Zucker dans le monde du net, c'est quelque chose. Dans les années 90, Zuckerman travaille pour un site dont le financement repose sur la publicité. Et pour que les pubs aient une meilleure visibilité, il crée un code qui permet d'ouvrir la pub dans une nouvelle fenêtre. Son invention est très vite devenue hors de contrôle. En 2014, il a même présenté ses excuses publiquement. Ethan, entre nous, au nom de l'humanité, tes excuses, on n'en veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui nous débarrasse de ça. Tu vois, un genre de logiciel ultra performant qui bloquerait les pubs, les trackers, les virus, les logiciels malveillants et qui sécuriserait nos activités en ligne en bloquant les sites dangereux. Et puis, tant qu'à faire, que cet outil nous permette de profiter de films ou de séries uniquement accessibles dans d'autres pays. Et tout ça, évidemment, en un seul clic. Attendez, je serais pas, par hasard, évidemment, en train de décrire NordVPN sans le savoir. Tu veux des exemples concrets de sa puissance? Si le prochain Adibou sort en avance dans un pays et que tu veux absolument l'acheter, là, tout de suite, pour réviser ton alphabet, par exemple, c'est possible avec NordVPN. Si tu rêves d'écouter le dernier album de rap de Doc7, malheureusement disponible sur YouTube uniquement depuis les îles Salomon, c'est possible avec NordVPN. Si tu veux plus te taper 200 pop-up pour des magasins de bricolage quand tu regardes des vidéos de démonstration de marteau-piqueur, et ben c'est de l'histoire ancienne avec NordVPN. Bref, je pense que vous avez l'idée, et si en plus vous cliquez sur le lien en description, vous pourrez profiter de la meilleure offre du moment avec, évidemment, comme d'habitude, une garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Donc surtout, ne tardez pas. Et évidemment, un gros merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo. En 2005, un gars, Alex2, avait besoin de thunes pour financer ses études. Il a l'idée de créer un site web où la page d'accueil est composée d'1 million de pixels vendus chacun $1 à des annonceurs. Sa page est visitée des millions de fois et lui a rapporté plus d'1 million de dollars. Et pourquoi plus d'1 million de dollars? Parce que, notamment, les 1000 derniers pixels ont été mis aux enchères sur eBay. Du coup, dites-moi, rien à voir, j'ai un petit peu de mal à évaluer ce genre de fait. À quel point il est connu? J'ai l'impression de connaître cette anecdote par cœur et je suis pas sûr que c'est le cas de tout le monde. C'est pour ça que je l'ai inclus dans la vidéo. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. D'où vient le mot bug? Il a été popularisé par une blague de l'informaticienne américaine Grace Hopper. Elle a un jour collé sur une feuille un papillon de nuit que ses associés ont retrouvé dans le calculateur Mark II, un fossile à l'âge de l'informatique, et a commenté First actual case of bug being found. Pour ceux qui speak pas English aussi bien que moi, bug ça veut dire insecte, d'où la blague. Un bug animal qui a créé un bug informatique. Je suis d'accord, je fais de meilleures blagues
blague qu'elle. Sauf que Grace a reconnu que le mot avait déjà été utilisé par Thomas Edison dans une lettre où il évoque un bug de son phonographe. Donc, si on résume, Edison est le premier à associer un problème technique à un insecte, mais c'est la blague de Grace qui semble avoir popularisé l'expression du bug informatique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le 50 Cent Party n'est pas un fan club du rappeur américain, mais le surnom donné aux millions de Chinois qui postent des commentaires favorables au régime sur les réseaux sociaux. Le parti des 50 centimes est principalement composé de fonctionnaires qui sont chargés par le parti de manipuler l'opinion publique, en gros de faire une sorte de propagande virtuelle. Leur nom viendrait du fait qu'ils seraient payés 50 centimes de yuan par commentaire posté. The Internet Corporation for Sign Names and Number, l'ICANN, est une organisation de régulation d'Internet. Son rôle, entre autres, est de s'assurer que le nom du site que vous tapez dans votre moteur de recherche est bien associé au numéro de l'adresse IP du site. C'est un petit peu technique. Bon, ils ont d'autres rôles, hein, par exemple d'administrer les noms de domaine du premier niveau comme .fr. Attention à ne pas confondre avec ceux du deuxième niveau comme doc7.fr. Et encore plus attention, il peut arriver qu'un domaine de premier niveau soit adjoint d'un deuxième niveau de hiérarchie au domaine de premier... Je suis complètement paumé en fait. Je sais pas exactement ce qu'elle fait. Mais elle est importante pour Internet. Dans notre précédente vidéo sur les différentes sociétés secrètes que vous pouvez retrouver en i, je vous parle notamment de la Seven Society. Eh bien, une preuve de plus, messieurs dames, que le 7 contrôle le monde. Il existe une rumeur, un genre de légende numérique qui dit que 7 personnes détiendraient les clés d'Internet. La légende veut que 4 fois par an, 7 personnes munies d'une clé se réunissent en secret pour créer un nouveau mot de passe qui protégerait l'Internet mondial. Oui, mais c'est un poil plus complexe que ça. En très gros, certaines personnes ont accès à des installations hyper sécurisées qui contiennent un truc hyper technique qui s'appelle DNSSEC, le DNSSEC. Tous les trimestres, en gros, ces personnes accèdent à ces installations pour diverses tâches de maintenance. Entre eux, ils appellent ça la cérémonie des clés et c'est même retransmis en live à chaque fois. Genre là, vous regardez un replay d'une cérémonie des clés où il se passe des trucs avec des coffres-forts, des CD, de la programmation informatique. Ça se voit tant que ça que j'y connais pas grand chose. Voici le premier navigateur du World Wide Web. Il a été conçu en 1990 et est toujours disponible. Il a quand même pris un sacré coup de vieux, mais je vous mets quand même le lien en barre d'infos pour que vous puissiez jouer avec, même si les pages recherchées ne sont plus disponibles. La toute première webcam a été créée par des grosses feignasses. Elle avait pour but de filmer une machine à café en direct et de retransmettre l'image aux ordinateurs connectés du service dans lequel ils étaient. Les gars s'assuraient que le café était bien prêt pour ne pas se lever pour rien. Le 1er mai 1978, Gary Thurk, s'il y a des experts en anglais, dites-moi comment ça se prononce son nom. Ce monsieur a envoyé le premier spam d'Internet. En gros, Gary voulait inviter tous ses potes de l'ARPANET à une présentation d'ordinateur organisée par son entreprise. Pour pas s'embêter, il a envoyé près de 400 mails en une fois. Le gars a vraiment ouvert la boîte de Pandore de la publicité Internet. Et ARPANET justement, parce que ça fait plusieurs fois que je vous dis ce mot. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'Advanced Research Projects Agency Network. À la base, le réseau a été créé pour relier les universités en contrat avec, encore un bel acronyme, l'ARPA, l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense, une branche du département de la défense des États-Unis. Tout ça pour dire que l'ARPANET, c'est en gros l'ancêtre d'Internet. La première levée de fonds sur Internet a eu lieu en 1997. Elle a été organisée par des fans du groupe de rock Marillion suite à la séparation des artistes avec leurs managers et leurs producteurs. Ils ont mis en place un système de financement participatif où les fans préfinançaient leurs tournées. En 2018, Facebook est secoué par un scandale. Cette affaire a révélé que les données de plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs ont été récupérées et utilisées par la société britannique Cambridge Analytica. Certains articles parlent même de 87 millions de comptes. Il y aurait eu notamment une énorme influence sur le vote de millions d'Américains pendant les élections présidentielles de 2016. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a dû s'expliquer car le réseau social avait enfreint les règles de protection de la vie privée en permettant à de tierces entreprises d'accéder aux données de ses utilisateurs. En 2017, les quelques 145 000 employés du ministère des Finances reçoivent des emails signés d'Emma Bovary et Jean-Baptiste Poquelin qui leur proposaient de gagner des places de ciné. 30 000 personnes ont cliqué sur le lien alors que c'était en fait une opération de phishing et on parle pas de pêche à la ligne, hein. Alors attention à ne pas confondre avec les ransomware. Le phishing, d'après le gouvernement, est un hameçonnage, une technique frauduleuse destinée à leurrer l'internaute pour l'inciter à communiquer des données personnelles et ou bancaires en se faisant passer pour un
tiers de confiance. C'était donc un hameçonnage organisé par le service de sécurité des systèmes informatiques du ministère pour voir qui allait être un gros blaireau et tomber dans le panneau. Bon bah 20% des employés, visiblement. Ceci est la première image postée sur le web en 1992. Ces 4 petites dames, alias les horribles cernettes, formaient un groupe de musique hyper populaire, dont les plus anciens d'entre vous se rappellent sûrement. Non, c'est pas vrai. C'est un groupe parodique créé par des employés du CERN. Ah non mais c'est des petits farceurs les scientifiques. John Willey, concepteur en chef de Google Search, estime qu'environ 15% des recherches quotidiennes, c'est-à-dire environ 500 millions, n'avaient encore jamais été faites sur le moteur de recherche. Des exemples en vrac peut-être. Où trouver un orteil d'alligator albinos? Est-ce normal d'avoir un clou dans l'oreille? Ou encore, celui-là je suis quasi sûr que personne l'a jamais écrit, sextape, Dracofeu, magicienne des ténèbres, hentai. La Chine est un des premiers pays au monde à avoir reconnu l'addiction à Internet comme étant un trouble clinique, et ce en 2008. Pour régler le problème, le pays a créé des centaines de camps d'entraînement pour les soigner. Je suis pas certain du terme au vu des camps en question. On a tous rêvé d'être Marty McFly dans Retour vers le futur. Du coup, je vous ai déniché une machine à remonter dans le temps, la Wayback Machine. Pour le coup, je l'utilise depuis des années et je me rends pas compte si c'est connu ou pas, mais en gros, c'est un site lancé par l'organisation Internet Archive avec mon bel accent et qui vous permet d'accéder à 751 milliards de captures de pages web au travers des années. C'est une immense bibliothèque qui vous permet de plonger dans l'évolution et le passé des sites web. Par exemple, voici une des plus vieilles captures de la chaîne Doc7 qui nous montre à quoi ressemblait YouTube en août 2015. Sex.com serait le tout premier site porno apparu sur internet dès 1994, sauf qu'en mai 1997, un autre site porno fait sensation en devenant hyper populaire, whitehouse.com. Comprenez maisonblanche.com. À l'origine, ce site est créé pour parler de politique en évitant la censure, mais du contenu pour adultes est très vite ajouté pour le rendre plus attractif, et maintenant, bon, je crois qu'il n'y a plus vraiment de politique dessus. D'ailleurs, si vous vous demandez à quoi ressemble le tout premier site tout court de l'histoire du web, sachez qu'il date d'août 1991 et qu'il est toujours disponible. Le lien est dans la barre d'infos. Jean Armour Polly est une bibliothécaire américaine qui a influencé votre manière de parler, ou en tout cas les plus boomers d'entre vous. Elle est l'auteur d'un article en ligne appelé Surfing the Internet, qui a lancé l'expression surfer sur Internet. Et pourquoi surfer? C'est à cause de son tapis de souris. Il représentait un surfeur sur une vague avec écrit Information Surfer. Et voilà. S'en est inspiré. Multi-User Dungeon 1, MUD1. Le tout premier des MUD fut un jeu développé à la toute fin des années 70 à l'université de l'Essex au Royaume-Uni. Il est devenu le premier jeu de rôle multijoueur en ligne quand l'université a connecté son réseau interne à l'ARPANET. En gros, faut pas s'attendre à une folie, hein. C'était des jeux purement textuels, basés sur Donjons et Dragons et autres histoires du type vous êtes le héros. Il est possible que vous n'ayez jamais vu ce message, et pourtant il est le début d'une des plus grosses énigmes d'internet. Entre 2012 et 2016, autour du 5 janvier, un certain utilisateur Cicada3301 a publié un message dans lequel il cherchait à recruter les individus les plus intelligents. Un jeu de piste à échelle planétaire digne des plus grands polars a débuté. Ceux qui ont résolu l'énigme se sont soumis à des épreuves de codage, de cryptage, de culture générale, etc. Il passe aussi des numéros mayas ou encore d'étranges appels téléphoniques. Les gagnants sont totalement inconnus et on ne sait ni à quoi ils ont postulé, ni qui est leur recruteur, ce qui laisse place à de nombreuses théories, comme celle d'un gouvernement à la recherche de cyberagents. On sait jamais, hein, si certains d'entre vous en savent un petit peu plus, vous connaissez mon adresse mail. Quand je pense qu'à une époque, tous ces sites-là, MySpace, Chatroulette, MSN, Skyblog, Yahoo et j'en passe, avaient le vent en poupe, alors que maintenant, ce sont des petits vieillards d'internet. Alors ce shot de nostalgie là, vous voulez peut-être un petit whiz pour que ça fasse vraiment mal? Le mot Wi-Fi veut dire rien du tout. Il y a eu longtemps une théorie comme quoi ça viendrait de Wireless Fidelity, fidélité sans fil, mais non. Phil Bélanger, un des fondateurs de la Wi-Fi Alliance qui possède la marque Wi-Fi, a expliqué qu'ils avaient choisi ce mot parce que ça rimait avec le mot Hi-Fi. Par contre, le Li-Fi a une signification, c'est pour Light Fidelity. Et pour le coup, c'est une technologie semblable à celle de la Wi-Fi, mais au lieu d'utiliser les fréquences radio, le Li-Fi utilise la lumière. Encore une fois, c'est hyper technique, mais je vais faire de mon mieux en faisant clignoter des LED à des fréquences folles, hein, genre 1 milliard de fois par seconde. Et bien, avec le bon récepteur, on peut transmettre des informations. C'est comme du Morse finalement, hein, avec une lampe torche, mais à une vitesse de malade. Je me suis demandé quel était le plus grand data center du monde. Et je suis tombé sur un projet
complètement fou, en construction en ce moment même à Ohot, ça se trouve en Mongolie intérieure en Chine. L'entreprise China Telecom est en train de construire le plus grand data center de l'histoire. Enfin, du moins un ensemble de data centers sur la même zone. Regardez, il y a déjà 8 data centers, mais sur ce terrain, il prévoit d'en rajouter 34. Et le truc que vous réalisez peut-être pas, c'est que cette zone fait environ 1 kilomètre de côté. C'est absolument gigantesque. On parle d'une zone qui fait plus de 2 fois le Vatican et qui possédera plus d'1 million de serveurs. Son coût plus de 3 milliards de dollars. Jusque-là, vous connaissiez les montres connectées, les enceintes connectées, les balances connectées, mais saviez-vous, il existe aussi des couettes, des chaussettes, des tongs, des couches ou même des boîtes à œufs connectées. Si vous deviez prédire là dans le futur les prochains objets connectés, ça donnerait quoi? Le virus Melissa a révolutionné le monde de la cybersécurité. En 1999, des centaines de milliers de boîtes mail ont reçu un mail d'un de leurs contacts qui disait « Eh, voici le document que tu m'as demandé. Eh, ne le montre à personne d'autre, hein !» Dans le mail était présent un document Word renommé list.doc. Le fichier contenait les codes d'accès de plusieurs dizaines de sites porno, mais surprise, il y avait aussi le virus Melissa, qui au final a infecté des centaines de milliers d'ordinateurs. Environ 300 sociétés et agences gouvernementales du monde entier, a ralenti les services d'email de plusieurs compagnies et a causé des dizaines et des dizaines de millions de dollars de dégâts. Dans les années 2010, le gouvernement Obama a planché sur le projet Internet in a Suitcase. Internet dans une valise, qui permettrait de lutter contre la censure des dictatures. Presque sorti d'un film d'espionnage, il faut vraiment s'imaginer une sacoche avec tout le matériel nécessaire pour accéder au net en contournant les éventuelles censures en place localement. L'Estonie est le premier pays au monde à avoir organisé des votes en ligne. C'était en octobre 2005 pour des élections locales. Le temple de la renommée d'Internet, Internet Hall of Fame, est un prix remis par la Internet Society aux gens qui ont contribué au développement d'Internet. Parmi les lauréats, on retrouve ce bon vieux Tim Berners-Lee, ainsi que Jean Pauley, la bibliothécaire au tapis de souris de surfeur là. Le tout premier article acheté sur Amazon le 16 juillet 1995 est un livre. Ce livre, Fluid Concept and Creative Analogies, Computer Models of the Fundamental Mechanism. On est passé à ça, mais à ça qu'Internet soit une invention française. Dans les années 1970, Louis Pouzin, un ingénieur français, est chargé de créer le réseau Cyclade. Grosso modo, c'était un projet qui avait pour but de créer un réseau global de télécommunications. Il s'inspirait notamment d'ARPANET, dont on a déjà parlé. Le pire blackout d'Internet a eu lieu en janvier 2008. 4 câbles Internet sous-marins sont coupés, ce qui a entraîné des ralentissements et une perte de connexion pour des millions d'utilisateurs en Asie et au Moyen-Orient. Des experts ont accusé des bateaux de laisser traîner leurs ancres sur le fond de l'océan, d'autres ont soupçonné qu'il s'agissait d'actes malveillants, on sait pas vraiment. Internet, ça peut quand même créer un sacré effet boule de neige. Exemple récent avec le mouvement Free Britney, qui s'est formé sur Internet à la fin des années 2000 et qui est parvenu à influencer en partie la justice américaine pour que la chanteuse Britney Spears soit libérée de la tutelle de son père. En 2009, Jeff Dean, le dirigeant du département d'intelligence artificielle de Google, affirmait que pour une recherche, Google utilise l'équivalent de 1000 ordinateurs qui trouvent votre requête en 0,2 secondes. Lou Montulli est un gars que vous n'aimez pas, sans le savoir. Vous connaissez tous son invention et, bien malgré vous, vous l'acceptez tous les jours. Il a créé en 1994 le Persistent Client State Object, le fameux cookie. Vous savez, celui qui est finalement plus salé que sucré. Bon, mais ne jetez pas la pierre à ce pauvre Lou. Son invention n'avait pas pour but de vous assommer de publicité ou de vous espionner. Au contraire, cette espèce de mouchard qui se cache sur votre ordinateur pour savoir ce que vous avez visité facilite votre utilisation d'Internet. C'est grâce à lui que vous pouvez par exemple créer un panier quand vous faites vos achats en ligne ou bien ne pas avoir à remettre à chaque fois vos identifiants quand vous retournez sur un site. En parlant de cookies, je me suis demandé pourquoi on les appelait comme ça parce que franchement à part le nom, ils ont rien d'appétissant. Et je peux vous dire qu'il y en a des théories sur le nom. Il y a la légende dite de Hansel et Gretel où le cookie ferait comme les enfants en laissant des miettes sur son passage. Il y a aussi eu celle du Fortune Cookie parce qu'en gros, tout comme le biscuit, le logiciel informatique contient un message caché, mais en réalité, l'origine du nom serait tirée d'un autre nom informatique, du Magic Cookie. Et puis la piste s'arrête là. Voilà, pour le coup, il y a beaucoup trop de théories. Je vais pas vous mentir, on connaît pas la vraie. L'ennemi numéro 1 du régime communiste chinois est Winnie l'ourson. Tout à fait. En 2013, après une visite de Xi Jinping aux États-Unis, le président à vie chinois est comparé à Winnie l'ourson. Moi, un gros ourson gentil et plein de miel? Non mais virez-moi ce dessin animé de ma vue là. Bon, il y a sûrement une petite part de mégalo, mais en réalité, le problème c'est que le personnage a surtout été
repris par les opposants. Et ça, en Chine, ça passe mal. Donc, une image ou un film de Whitney, c'est juste introuvable sur Internet en Chine. Sauf si tu utilises un VPN, évidemment. Non mais, moi je propose, hein. Il y en a un en description, c'est optionnel, mais il est là. Et maintenant, l'histoire d'un verre. Le verre Morris, qui a grignoté, non pas une pomme, mais environ 10% des ordinateurs connectés à Internet en 1988. Enfin, c'est une estimation, 10%. Le verre porte le nom de son créateur, Robert Tappan Morris, et est considéré comme le premier virus de l'histoire. À l'origine, le mec voulait juste envoyer un message à chaque machine pour connaître le nombre d'ordinateurs connectés à l'ARPANET, mais le verre Morris, il a fait sa vie en solo et il est devenu complètement incontrôlable. En gros, à cause d'une erreur de codage, le verre s'est infiltré, s'est reproduit et s'est répandu au point qu'il a pu infecter des ordinateurs plusieurs fois. Et à chaque nouveau passage sur un ordi, ça le ralentissait, au point que certains appareils sont devenus complètement inutilisables. 2,9 millions de dollars, c'est le prix auquel a été vendu le premier tweet de l'histoire en 2021. Le vendeur et l'auteur de ce tweet, Jack Dorsey, un des cofondateurs du site, l'avait rédigé le 21 mars 2006. Le nouvel acquéreur a donc acheté la sublime phrase « Just setting up my Twitter », qui veut dire en gros je viens de configurer mon Twitter. Depuis, ce NFT, puisqu'on parle de ça, a été remis en vente en avril 2022. Le vendeur en espérait des dizaines de millions de dollars. Quelques jours après, les enchères dépassaient péniblement les 6 000 $. La bonne opération financière. D'après l'Hindustan Times, environ 30% du trafic internet concerne la pornographie. Alors au premier abord, ça paraît énorme. Mais il faut qu'on s'entende sur le terme trafic internet. On parle de la mobilisation de la bande passante. Et que ce soit pornographique ou non, une vidéo prend évidemment beaucoup plus de bande passante qu'un simple texte. C'est pour ça qu'on atteint un tel pourcentage. Chaque mois, plus de 4 milliards de pages de ce style sont consultées par environ 350 millions de visiteurs. Attention, ce shot de nostalgie va faire mal à certains d'entre vous. O-Game. En 2004, quand le premier univers est sorti en France, j'ai transmis le virus à énormément de collèges en Guyane. J'avais 13 ans et avec mon modem 56K qui me permettait que de jouer à des jeux de navigateur, O-Game c'était la base. Le but est de créer des vaisseaux pour attaquer les planètes des joueurs ennemis. Tout est en temps réel, donc avec le décalage horaire guyanais, je peux vous dire que je lançais des attaques éclairs la nuit. Maman, ce que j'ai kiffé ce jeu. Et Monzo aussi. J'ai poncé Monzo. Je suis persuadé que les gens qui n'avaient pas la DSL savent de quoi je parle. D'ici 2025, on estime que la quantité totale des données créées et consommées sur le net dans le monde dépassera les 180 zeta-octets. Pour info, un zeta-octet est égal à 1000 milliards de gigaoctets. Le plus gros livre de condoléances d'internet se trouve sur le site officiel de la monarchie britannique. En septembre 1997, suite à la mort de la princesse Diana, presque 600 000 personnes ont laissé un message sur le site. Parlons un peu de la balkanisation d'internet. Alors non, je vous rassure tout de suite, rien à voir avec ça. En plus, il y a un autre terme, on parle aussi de splinternet. C'est l'idée qu'Internet devienne l'inverse de ce qu'il est aujourd'hui. Je vous explique. Si on caricature un peu, aujourd'hui Internet, c'est un réseau mondial, ouvert et libre. Eh bien, il se pourrait qu'un jour, chaque gouvernement de chaque pays développe leur propre Internet. Ça veut dire que les autorités auraient un droit de regard sur tout ce qui est accessible sur Internet. Alors, ça reste une idée, évidemment, mais plusieurs pays, clin d'œil, ont déjà pris des mesures qui vont dans le sens du splinternet. Et pour la culture G, je vous parlais de balkanisation. La balkanisation de quelque chose, c'est quand un État se fragmente en plein de plus petits, qui souvent se tapent dessus d'ailleurs. Et c'est évidemment basé sur les Balkans. Le 31 mai 2014, 2 fillettes du Wisconsin ont poignardé de 19 coups de couteau une de leurs copines pour prouver leur allégeance au célèbre Slenderman. Oui, le personnage effrayant qui surgissait des bois. Il a été inventé en 2009 à l'occasion d'un concours Photoshop et a fait ensuite l'objet d'une légende urbaine mondiale et a visiblement bien impacté ces deux jeunes tarés. Je tiens d'ailleurs à signaler qu'au moment du procès, une des deux a quand même affirmé ne pas avoir de regrets. Cette affaire a évidemment remis en cause l'influence d'internet sur les enfants, mais a aussi pas mal impacté les sites de creepypasta. Vous savez, ces histoires effrayantes sur le net où a grandi le mythe du Slenderman. Parlons un peu des nuisibles d'internet, les malwares et les virus. Un malware est une catégorie qui englobe tous les types de logiciels malveillants. Un virus est un type de logiciel malveillant. Il se réplique et se propage comme une bonne grosse
grosse grippe. Un virus est donc un malware, mais un malware n'est pas forcément un virus. D'ailleurs, sur ce sujet, en juin 2021, des chercheurs en sécurité ont identifié un malware agissant contre le piratage. Pour simplifier à mort, lorsque les utilisateurs téléchargeaient du contenu, le malware s'installait sur leur ordinateur et bloquait l'accès à une liste de sites de piratage. C'est un peu l'arroseur arrosé finalement. On doit à la chanteuse Jennifer Lopez des tubes, des films et Google Images. L'artiste a inspiré et encouragé le développement de la fonctionnalité grâce à une robe devenue mythique et surtout si sexy que les innombrables recherches Google sur son apparition a mis l'entreprise face à un constat. Des textes ne répondent pas à la demande du public. Le public veut voir le décolleté, pas le lire. C'est comme ça que Google Images fut créé. La libre circulation de l'information en URSS, c'est comme une mauvaise vidéo sur la chaîne de Doc7, ça n'existe pas. Tout ça pour dire que l'histoire des chercheurs russes Anatol Kliosov et Alexei Soldatov, premier surfeur internet soviétique de l'histoire, est assez folle quand on connaît le contexte autoritaire de l'URSS. Anatol a été chargé par l'Académie des sciences au moment où naissent les téléconférences entre universités mondiales de se connecter aux conférences en ligne. Il est donc considéré comme le seul homme ayant eu accès au seul ordinateur connecté à Internet en 1982 en Russie, et on a profité pour se faire 2-3 copains sur le globe. Et encore, c'était un petit joueur comparé à Alexei qui lui a carrément créé, quelques années plus tard, le premier fournisseur d'accès Internet de l'Union soviétique, qu'il a surnommé la fenêtre sur l'Europe. Vous vous rappelez de ça ? Mais en 2000, le groupe Metallica était bien d'accord que le téléchargement, enfin du moins le peer-to-peer, l'échange de données entre ordinateurs à ce moment-là, était du vol. Ils n'ont pas hésité à poursuivre la plateforme Napster pour violation des droits d'auteur, racket et utilisation illégale de dispositifs d'interface audio numérique. En même temps, une grande partie de leur musique était désormais gratuite en ligne. Le groupe a gagné son procès, toutes les musiques furent retirées de la plateforme, mais des centaines de milliers de fans super déçus de leur comportement. Et je sais pas vous, mais moi, Napster, j'ai pas beaucoup connu. Par contre, le bon Imul, encore une fois, avec ma connexion au fond de la jungle amazonienne, quand j'attendais 2 mois pour télécharger le dernier Harry Potter, et que une fois sur 2, c'était pas vraiment un Harry Potter, c'était même pas forcément un film pour ados, ouais, Imul, aïe, Imul, tellement de souvenirs, Imul. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous parlais de la différence entre le World Wide Web et Internet. Eh bien, voilà à quoi ressemble une partie d'Internet. Un bon gros réseau de milliers de kilomètres de câbles qui traversent le monde entier. Il y a environ 400 câbles sous-marins et parmi eux, on trouve le plus long, le SMW3, un câble de 39 000 km de long qui relie 33 pays et 4 continents. Peut-être que lors d'une soirée romantique, vous vous êtes installé pour regarder les étoiles et là, un étrange objet. Que dis-je ? Une succession de points lumineux bizarres qui traverse le ciel. Alors non, vous n'avez pas vu d'OVNI, mais le projet Starlink de SpaceX. Juste pour préciser, ce sont des satellites envoyés en orbite autour de la Terre pour couvrir le réseau internet mondial. Un petit peu comme les câbles, mais là c'est plus spatial comme technique. D'ailleurs, au moment où j'écris ces lignes, si vous vous demandez la proportion de trafic intercontinental internet et téléphonie qui transite par les câbles ou par les satellites, le chiffre est fou. 99% passent par les câbles sous-marins. Ah, pour le coup, il a clairement un marché à prendre, le bon Elon Musk avec ses satellites. Le streaming avec Netflix, Prime Video, Disney+. On aurait presque oublié ces moments de douce attente de 54 minutes. Vous savez, quand on avait dépassé les fameuses 72 minutes de visionnage sur Méga Vidéo. Il est pas mal ce petit shot de nostalgie, hein. Non, franchement, les jeunes qui n'ont connu que Netflix, vous ne savez pas ce que vous avez manqué. Moi, boomer. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. C'est à peu près ce qu'a fait le gouvernement du Myanmar avec l'accès internet dans l'ouest du pays avant de tout couper en juin 2019. Allez hop, plus d'internet pendant presque 2 ans pour des millions de personnes. Ah bah c'est le souci dans les pays pas hyper stables politiquement. On estime qu'environ 30 000 sites sont hackés chaque jour. Ça fait un peu plus de 20 attaques par minute. Le jeu Dofus a été créé en 2004 par des Français et a été l'un des les plus utilisés dans les années 2000 en France. De nos jours, le jeu réunit encore une énorme communauté. En 2019, on estimait son nombre entre 600 et 700 000 personnes. C'est en 1971 que l'ingénieur Ray Tomlinson s'est envoyé le premier mail de l'histoire. Son contenu, il est plus très sûr. Probablement un mail test qui devait ressembler à
Fun fact à propos de Tomlinson, il est à l'origine de l'utilisation de l'arrobase dans nos adresses mail. Et puis allez, petite stat, en 2021, près de 320 milliards de mails étaient envoyés tous les jours. C'est environ 220 millions de mails par minute, soit grosso modo 3 700 000 par seconde. Et dans tout ça, environ 45% sont des spams. Et dites-vous, c'est en forte baisse. En 2011, par exemple, 80% des mails dans le monde étaient des spams. Il y a plus d'objets que d'humains connectés à Internet. Internet of Things est, en quelques mots, un concept qui consiste à connecter n'importe quel appareil à Internet et à d'autres appareils connectés. Les lumières ou les fours connectés de vos maisons en font partie, tout comme vos assistants vocaux ou vos téléphones. Et ça s'étend jusqu'aux machines industrielles hyper complexes. On estime ce nombre d'objets à quelques dizaines de milliards. Et pour finir en beauté, il faut que je vous parle d'un phénomène dont je n'avais jamais entendu parler. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez sûrement déjà été confrontés à un trou noir d'Internet. Tout comme leurs homologues spatiaux, ces phénomènes du net ne peuvent pas être observés directement car ils sont invisibles. Un trou noir, en gros, c'est un endroit sur Internet où les informations s'évanouissent. Ça peut être des messages qui disparaissent par exemple, un site qui ne se charge pas ou des mails qui n'atteignent jamais leur destinataire. Les ingénieurs qui les étudient ont baptisé en 2007 leur système de surveillance Hubble comme le satellite envoyé dans l'espace pour observer les trous noirs. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo et je me permets de vous rappeler qu'en description, vous trouverez une offre du moment hyper intéressante chez NordVPN. Je vous reliste pas toutes ces qualités, vous les connaissez à force, mais n'hésitez surtout pas à franchir le pas, c'est sans engagement. Quoi qu'il en soit, j'espère que ces 77 faits sur le bordel qu'est Internet vous ont plu. Et attention, si on constate une hausse du trafic sur whitehouse.com, je sais que ça viendra de vous. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet.